Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours sur le climat et l'océan. La semaine dernière, donc, je vous ai parlé abondamment d'un article que nous venons de sortir au sujet de ce que l'on appelle la bascule bipolaire. Donc, j'ai commencé à vous en parler, de vous parler des aspects liés aux températures. Et cette semaine, en fait, après encore un petit peu de travail sur les aspects liés aux paléotempératures, à la fois au nord de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, j'aborderai aussi un petit peu une autre bascule en fait, qui est complètement complémentaire, qui est la bascule liée au cycle de l'eau. Alors, je vous ai dit que la semaine dernière, ou cette semaine en fait, nous avions avec ma collègue Nina Davtian, qui est actuellement en postdoctorat en fait. Elle était d'abord en postdoctorat au Collège de France, puis maintenant elle est en postdoctorat à l'Université autonome de Barcelone. Alors, je sais qu'elle écoute, donc il faut que je fasse très attention à ce que je dis de notre étude. Donc, c'est un article qui vient d'être publié mardi dernier. La date officielle de la version papier, c'est mardi 21. Si cela vous intéresse encore plus, l'article est directement téléchargeable sur le site web du Collège de France. Il y a même une description, je dirais, sommaire des implications et du pourquoi, de l'importance de cette nouvelle étude. Encore une fois, c'est une étude parmi d'autres, mais qui marque un petit peu, qui est un jalon dans ce que nous faisons, en tout cas dans mon laboratoire à Aix-en-Provence. Et donc un site web du Collège de France où vous pourrez retrouver justement cette actualité. Alors je crois qu'elle était disponible directement sur le site web, mais bon, il y a beaucoup d'actualités au Collège de France, donc elle est maintenant sur mes pages directement. Un nouveau regard sur les changements climatiques rapides et la bascule bipolaire. Alors la date, le mardi, en fait, est une date pour les climatologues finalement assez très triste aussi. C'est le décès en fait de Claude Lorius, un confrère et collègue de longue date, le pionnier français de la glaciologie polaire. Il a surtout travaillé en Antarctique. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion en fait, de parler avec Claude récemment. Bon, il était assez malade. Et mais j'aurais vraiment aimé pouvoir lui montrer un petit peu les progrès que l'on a fait justement sur ces comparaisons entre les enregistrements qu'il avait contribué à collecter en Antarctique depuis des décennies, lui montrer un petit peu les progrès de la recherche et aussi l'apport de ce qu'on peut ce qu'on peut regarder aussi dans l'océan en complémentarité avec les enregistrements des calottes des pôles, à la fois le Groenland et l'Antarctique. Donc, alors si vous voulez retrouver Claude Lorius dans le cadre d'une communication, d'un colloque, en fait, je l'avais invité en 2009 en fait, pour un des colloques que j'organise annuellement. Là, il s'agissait d'un colloque qu'on avait organisé sur 2 jours, à la fois au Sénat et au Collège de France. C'était à la fois politique et scientifique, sur la clôture de l'année polaire internationale. Et donc, en mai 2009, donc Claude Lorius parlait, et donc il y a une vidéo en fait, de sa communication sur l'Antarctique, encore une fois, et cette photo était justement une des photos de Claude Lorius pendant cette communication ici même. Donc un jour très triste et vraiment une perte immense pour la communauté de climatologie, paléoclimatologie, et un des fondateurs en fait, de la glaciologie française, qui est de niveau international, un des leaders, probablement même un des pays leaders au monde. Alors, pour revenir justement à ces aspects de paléoclimatologie, donc je vous ai parlé de notre article et du fait que nous avions pu, pour la première fois en fait, avoir une résolution suffisante à partir des enregistrements marins en Atlantique Nord pour les comparer de façon fiable avec les fameux enregistrements à la fois de température au Groenland, la petite courbe verte ici que je vous remontre, sur le dernier cycle glaciaire. Donc ici, on n'est pas uniquement sur la déglaciation qui se trouve ici entre 21 000 et pratiquement 10 000 ans avant le présent.
Et l'Antarctique, avec ces fameux déphasages complets entre l'Antarctique et le Groenland, avec en particulier ces coups de froid et ces coups de chaud, ces événements de Dansgaard-Oeschger. Donc je vous ai parlé aussi des autres pionniers de la glaciologie, en particulier Willy Dansgaard et Hans Oeschger, qui travaillaient plutôt justement au niveau du Groenland, alors que Claude Lorius, Jean Jouzel et d'autres ont travaillé essentiellement en Antarctique. Et du côté de l'Antarctique, eh bien, on voit des événements avec les mêmes bandes de fréquences, mais plus petits au point de vue de leur amplitude thermique et complètement en antiphase, ces fameuses Antarctic isotopic maxima, qui sont AIM, que l'on retrouve ici, numérotées pendant la glaciation et la déglaciation. Donc on a vu, je vous ai montré un petit peu ces détails, et je vous ai dit que dans l'océan, on pouvait retrouver la signature de ces événements, et même plus, c'est-à-dire qu'on a pu découvrir une variété très grande en fait, de ces refroidissements océaniques, en correspondance totale avec des échelles de temps complètement indépendantes des échelles de temps glaciologiques. On a pu retrouver une variabilité qui est similaire, qui est très importante au point de vue amplitude thermique, notamment au large de la marge ibérique, alors avec différents indicateurs paléothermométriques, en particulier un nouvel indicateur que nous utilisons qui permet de reconstituer des températures de surface de l'océan à partir d'un index de certaines molécules, le RIOH', et d'un autre côté, on a d'autres molécules, les alcénones, qui permettent, plus anciennes, je dirais, en paléoclimatologie, c'est un outil qui existe depuis de nombreuses années, qui nous a permis aussi, avec la même résolution, de reconstituer des paléotempératures, des enregistrements de paléotempératures fiables. C'est la courbe rouge. Et donc la singularité, c'est qu'on retrouve des refroidissements nettement plus importants pour certaines périodes uniquement. On retrouve toute la variabilité, on a des phénomènes plus froids entre les maxima de température qui correspondent à ces réchauffements dits de Dansgaard-Oeschger. Mais en plus, il y avait pendant ces refroidissements un phénomène très particulier avec une fonte généralisée, des armadas d'icebergs dans l'Atlantique que l'on retrouve avec une signature d'icebergs qui sont venus carrément de la calotte laurentide qui était située sur le Canada jusqu'au sud du Portugal, donc des événements très importants pendant plusieurs siècles que l'on nomme les événements de Heinrich. Donc la surprise, je dirais, de notre étude, ça a été vraiment cette systématisation des refroidissements uniquement pendant les périodes les plus prononcées que sont les événements de Heinrich, alors que quand on regarde le Groenland, eh bien, il n'y a pratiquement pas de distinction justement entre ces refroidissements pendant ces événements avec événements de Heinrich et les stades froids classiques. On a, je dirais, une ligne de base qui est à peu près similaire pour tous les événements froids. Donc c'est ce qui nous a permis en fait justement de mieux étudier l'affaire avec une résolution suffisante justement pour pouvoir faire ces comparaisons de façon fiable avec les séries de l'Antarctique. Donc je vous ai montré qu'on arrivait avec uniquement les enregistrements de la marge ibérique, comme pour chaque événement froid au nord, chaud au sud, on peut faire des corrélations, on peut voir quelles sont les corrélations entre, en particulier, le réchauffement au sud, delta grand T au sud, pour chaque événement chaud, les AIM, on peut comparer et corréler ces amplitudes en fonction des durées des événements, des durées delta petit t. On a vu aussi qu'on avait des meilleures corrélations en effectuant d'autres types de corrélations qui tiennent compte non seulement de la durée des événements, mais aussi de l'amplitude des événements au nord, chose qui n'avait pas été utilisée par les glaciologues, parce que, en fait, à partir des glaces du Groenland, les amplitudes de ces événements de Dansgaard-Oeschger, entre les périodes froides et les périodes chaudes, les stadiaires de Dansgaard-Oeschger sont équivalents à la fois pour les stadiaires, on va dire, classiques, et ceux qui correspondent aux événements de Heinrich. Donc c'est ce que nous avions introduit dans cette étude, et nous sommes allés un peu plus loin en proposant justement un index qui permet justement de classer et de bien distinguer un index d'intensité de cette bascule bipolaire, parce qu'en fait on a refroidissement au nord qui correspond à un réchauffement au sud, qui permet de mieux discriminer les événements, les stades glaciaires froids
de la cyclicité de Dansgaard-Oeschger des événements particuliers de cette cyclicité qui ont un événement de Heinrich avec ces débâcles, avec ces petits graviers liés à l'érosion glaciaire qui est ensuite disséminée dans tout l'Atlantique Nord jusqu'au large du Portugal. Je vous ai dit, on l'a vu dans des précédents cours, que les événements de Heinrich se signalent dans le sédiment par carrément des couches entières de petits grains détritiques. Et par contre, du côté du sud du Portugal, ce que l'on voit, c'est des grains disséminés, mais très dilués, mais les icebergs étaient effectivement là. Alors, on retrouve notamment les trois, pour cette intensité, pour cet index ici en unité logarithmique de l'intensité de cette bascule bipolaire thermique, on peut mettre en évidence en fait trois événements les plus intenses, à la fois en intensité des réchauffements au sud et des refroidissements au nord, de leur durée, en particulier H1, H8 et H6, que l'on va retrouver et qu'on peut effectivement singulariser avec cette technique. Chose que l'on ne pouvait pas faire uniquement avec les enregistrements glaciologiques. Alors, je vous ai aussi montré qu'il était possible de faire des compilations à grande échelle de toutes les informations, de tous les enregistrements, en particulier pendant la déglaciation. On peut essayer de le faire aussi pendant toute la glaciation sur plus de 100 000 ans. Donc je vous ai remontré la semaine dernière qu'on pouvait, à partir d'une centaine de sites et d'enregistrements pendant la déglaciation bien datés, alors maintenant on en a un peu plus, mais encore une fois les grandes lignes de ce que l'on peut découvrir avec une centaine de sites est suffisant. Je vous ai montré qu'on pouvait regarder en fonction des bandes de latitude ce réchauffement glaciaire, interglaciaire de la déglaciation, et une autre possibilité encore plus simple, alors je vous ai montré ça aussi dans des précédents cours, mais on peut carrément aussi faire une moyenne à l'échelle mondiale, un petit peu comme la courbe d'anomalie de température depuis un siècle que l'on regarde, je dirais, en permanence pour voir le réchauffement actuel. Eh bien, on peut faire l'équivalent, faire un calcul de moyenne à l'échelle mondiale pour détecter notamment le déphasage entre l'augmentation du CO2 et le réchauffement à l'échelle mondiale. Mais on peut aussi être intermédiaire, je dirais, dans la complexité en faisant des moyennes hémisphériques. On peut faire la moyenne du réchauffement de l'hémisphère nord au cours du temps, pendant cette déglaciation, et de l'hémisphère sud. Alors c'est ce qui a été fait, c'est ce que nous avions fait justement dans le cadre de cet article que nous avions pu publier en 2012 avec des collègues américains, le papier par Shakun et al., où nous avions pu montrer justement qu'en faisant ce calcul très très simple, en prenant tous les enregistrements et en faisant juste une anomalie de température de l'hémisphère sud, ici représenté en rouge, et de l'hémisphère nord, représenté ici en bleu, eh bien on voit encore, on peut vraiment mettre en évidence de façon tout à fait significative cette différence de phase, ce déphasage de l'hémisphère nord et le fait qu'il y a des transitoires. Alors effectivement, quand on fait des moyennes à l'échelle hémisphérique, comme on va vite le voir, le phénomène est très prononcé en fait sur l'Atlantique Nord, ça a tendance à lisser, mais on retrouve effectivement un refroidissement qui correspond à l'événement du Dryas récent, Younger Dryas en anglais. Ici, on voit une transitoire, on voit un retard, mais qui correspond à un refroidissement en fait centré sur l'Atlantique et qui déborde de chaque côté et qui intéresse quand même tout l'hémisphère nord, mais en faisant des moyennes pour tout l'hémisphère nord, incluant même la frange intertropicale jusqu'à l'équateur, indéniablement, on va lisser le phénomène. Eh bien, on retrouve quand même on retrouve très, très nettement un déphasage et cette transitoire. On peut aussi faire le calcul trivial qui est de faire la différence entre les deux, de ce réchauffement au sud par rapport au réchauffement au nord, de faire la différence entre les deux, de faire ce qu'on appelle un gradient interhémisphérique, la différence directement, c'est ce qui est représenté ici en violet, et ce gradient interhémisphérique de température, son évolution au cours du temps, parce que toutes ces archives sont bien datées, 22 000 ans jusqu'à 8 000 ans ici sur ce diagramme, eh bien, montrent en fait un diagramme en W avec deux augmentations du gradient
dans cette représentation qui est inversée, mais bon, donc on voit très nettement un gradient interhémisphérique qui évolue dans le temps avec une signature qui est liée à ces déphasages et à ces refroidissements prononcés au nord, alors que le sud continue à se réchauffer. On voit que le réchauffement de l'hémisphère sud est beaucoup plus simple. Il y a des à-coups, la dérivée n'est pas constante, mais il s'agit d'un réchauffement quasiment unidirectionnel, alors que ce n'est pas du tout le cas pour l'hémisphère nord. Alors, je vous en ai déjà parlé dans des précédents cours aussi, il est intéressant de regarder, de comparer en fait ces enregistrements, ces déphasages, ces gradients interhémisphériques avec des traceurs de certaines composantes, de certains compartiments du système climatique, en particulier de l'océan, et notamment de la circulation océanique profonde, ce qu'on appelle la circulation méridienne de retournement. En particulier, si on regarde l'Atlantique, on va regarder sa branche atlantique, ce qu'on appelle l'AMOC, donc Atlantic Meridional Overturning Circulation, c'est cet acronyme absolument affreux qu'on ne traduit pas en français. Donc cette intensité de cette circulation méridienne, où on utilise aussi de façon assez fréquente aussi le terme de circulation thermohaline. Dans les médias, on va parler aussi du Gulf Stream, alors qu'il s'agit... le Gulf Stream fait partie de cette circulation AMOC, mais n'est pas synonyme. Mais... Donc je vous ai déjà décrit en fait, ces choses dans des précédents cours, et je vous ai en particulier dit qu'en paléoclimatologie, en paléocénographie, en fait, dans les sédiments océaniques, on peut reconstituer l'intensité de l'AMOC, exprimée avec une unité en flux, mais on peut voir son intensité variable au cours du temps avec différents outils, en particulier des isotopes, notamment le rapport protactinium sur thorium. Les deux isotopes ont des comportements différents en solution. Lorsqu'il y a un flux important, le protactinium 231 va être évacué de la colonne d'eau, transporté, alors que le 230 thorium, lui, est très insoluble et il va de toute façon couler au fond. Et donc, on va pouvoir découpler en fait, ces deux isotopes avec la variabilité de la circulation océanique. Et donc, cet indicateur protactinium sur thorium, il varie en fait, de façon inverse. C'est-à-dire qu'ici, c'est ce qui est représenté sur ce diagramme, on a augmentation dans ce sens-là, et globalement, ces grandes fluctuations montrent des fluctuations en fait, de l'intensité de cette circulation profonde atlantique ou AMOC, donc stronger ou weaker ici, et notamment on voit très nettement une corrélation. Alors corrélation ne veut pas dire causalité, on va voir que pour étudier la causalité, il va falloir aller plus loin, mais déjà avoir des corrélations manifestes, c'est déjà très bien. Donc on a une correspondance entre ces grandes fluctuations de la circulation méridienne de retournement et le gradient interhémisphérique. Donc on sent bien qu'il va y avoir une relation entre les deux. Alors ce type d'étude a été prolongé aussi sur des échelles de temps plus longues. Ici, vous avez juste un travail plus récent où il y a dans des sédiments ici des Bermudes, enfin au large des Bermudes, des reconstitutions de paléotempérature. Alors à chaque fois sur ces graphiques, on va vous remontrer toujours l'échelle du Groenland avec des paléotempératures ou le delta O18 s'il n'est pas converti en termes de température. Bon, il y a d'autres paléothermomètres. On verra ça probablement aussi dans les séminaires, lors d'un colloque. Mais donc, à chaque fois, on représente pour mémoire la variabilité du Groenland avec ces fameux événements de Dansgaard-Ogier, les événements chauds, les événements froids. Et aux Bermudes, il est possible aussi de reconstituer avec les alcénones une variabilité de la température qui est en phase globalement. Et ce que l'on peut retrouver aussi, mesuré dans ces sédiments, ce sont les variations de ce fameux rapport protactinium sur thorium qui montre en fait que non seulement on a vu, je vous ai montré la partie entre 25 et 0. Ici, c'est toujours des âges en milliers d'années avant le présent, 60 000 jusqu'à 25 000. On voit que la corrélation se poursuit. On voit des fluctuations du rapport protactinium. Notamment, on a des baisses drastiques pendant l'événement H4, pendant l'événement H5, pendant l'événement H3. Donc, c'est quelque chose qui est très systématique
Et le fait de le regarder au-delà de la déglaciation lève le doute sur le fait que quand on a une corrélation qui montre une correspondance systématique entre tous les événements de Heinrich et des baisses de cette circulation, c'est qu'il y a effectivement un mécanisme à chercher. Alors cette circulation à l'échelle mondiale profonde, on en a déjà souvent parlé lors de mes cours, c'est ce qui est simplifié quelquefois à l'extrême par un tapis roulant. C'est en particulier un pionnier de la paléocénographie et de l'océanographie, Wally Breuker, de Columbia, qui avait popularisé cette vue de la circulation thermohaline ou circulation mondiale profonde, avec une branche superficielle et une branche profonde vers plusieurs kilomètres de profondeur, avec des courants, enfin, ce ne sont pas des courants à proprement parler, mais des mouvements d'eau à très grande échelle. Là, vous avez une vue un peu plus exacte du phénomène, en particulier parce que dans cette vue très simplifiée, il n'y a même plus les plongées dont on a parlé dans un des précédents cours, dont je vous ai parlé sur les plongées aussi autour de l'Antarctique. L'eau de fond antarctique ici est importante, elle est représentée ici. Donc voilà, ici vous avez une vue un peu plus exacte de cette circulation thermohaline. Le terme a été très longtemps utilisé pour juste la qualifier ou la nommer. Comme c'est pas, il y a effectivement aussi des phénomènes mécaniques et pas uniquement liés à la température et à la salinité qui affectent la densité. Il y a aussi des effets du vent. Et, bon, cette terminologie est maintenant dans la littérature abandonnée et on parle très souvent aussi de circulation méridienne, de retournement, même si cette circulation n'est pas méridienne, elle n'est pas uniquement méridienne, puisqu'elle intéresse, elle diffère suivant les longitudes, et elle intéresse l'océan global. Ce qui fait que les océanographes, souvent même, utilisent le terme de circulation méridienne globale. On a fait, je vous le rappelle, l'année dernière, il y a eu tout un séminaire, tout un colloque, en anglais, donc qui est disponible sur le site web du collège, dédié à la variabilité actuelle et passée de cette circulation de retournement global de l'océan. Alors, revenons à la mécanique et à ce qui est important pour notre problème justement de comparaison nord-sud. On voit des plongées en Nord-Atlantique ici, c'est une partie importante justement de cette circulation méridienne de retournement, ou d'AMOC si on regarde uniquement la partie atlantique. Et il faut aussi avoir à l'esprit que ces masses d'eau, lorsqu'elles sont transportées depuis l'équateur vers les pôles, en particulier ici via le Gulf Stream et la dérive nord-atlantique, ces masses d'eau vont se réchauffer sous les tropiques et vont en fait amener vers les hautes latitudes. C'est quelque chose qui est très particulier à l'Atlantique Nord. Ces masses d'eau vont amener de la chaleur vers l'Atlantique Nord et donc vont entre guillemets servir à réchauffer l'atmosphère autour de l'Atlantique. Et c'est en particulier vrai à cause de la circulation de vent d'ouest. C'est ce que nous ressentons finalement en Europe. En Europe occidentale, on a un climat qui est clément par rapport à ce qu'on trouve aux mêmes latitudes en Amérique du Nord. Eh bien, c'est lié d'une part à ces courants, à ces flux de chaleur océanique et aussi au transport de cette chaleur par la circulation atmosphérique de vent d'ouest. Alors, un des premiers à avoir, juste une anecdote, un des premiers à avoir compris en fait l'importance de la circulation océanique et le fait que la distribution des températures ne suivait pas les latitudes. Tout à fait au départ, il était clair que, vu la position du Soleil, on s'attend à avoir plus froid au pôle qu'à l'équateur. Donc les premiers scientifiques regardaient essentiellement une répartition des températures atmosphériques à la fois saisonnières ou en moyenne annuelle, réparties en fonction des latitudes. Et le premier à avoir tracé en fait des lignes isothermes et de montrer qu'elles différaient suivant les longitudes, c'est Alexander von Humboldt, qui a publié ça d'ailleurs en français, parce qu'il travaillait beaucoup en France, des lignes isothermes et de la distribution de la chaleur sur le globe. Et donc ça a été le premier. Ça, c'est une photo d'une
une carte que j'ai dans mon bureau avec ces fameuses lignes isothermes qui sont très déviées vers le nord, vers l'est de l'Atlantique, et tout ça est en fait lié aussi à la circulation et à la circulation de vent d'ouest. Alors ici, vous avez juste les mêmes calculs, beaucoup plus récents, faits sur la moyenne annuelle de la température de l'air. On voit cette dissymétrie entre l'est et l'ouest de façon encore plus marquée sur la moyenne de la température d'hiver. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un apport de chaleur. Cet apport de chaleur, on peut le calculer de façon très simple, au premier ordre. Ici, vous avez une section nord-sud. Le nord est ici, le sud est là, en fonction de la profondeur, bien évidemment avec une profondeur, avec une échelle exagérée pour l'Atlantique. Et ce qui est représenté, ce sont les températures moyennes avec un code de couleur. Il fait chaud en surface, il fait beaucoup plus froid au fond. Ici, on retrouve très nettement l'eau de fond antarctique, donc des températures qui peuvent être très froides. Et il faut imaginer donc, que l'on a cette circulation méridienne, quand on la représente justement sous la forme d'une section méridienne, elle se voit très bien. On a un transport vers le nord à peu près d'une vingtaine, entre 15-20 millions de mètres cubes par seconde. L'unité qu'on utilise en océanographie, c'est le Sverdrup, c'est le million de mètres cubes par seconde, donc 20 à 15 Sverdrup en surface et en subsurface. Et en profondeur, on l'a vu, je vous ai parlé de l'eau profonde nord-atlantique, NADW, on a un courant de retour qui correspond pratiquement au même volume, entre 15 et 20 millions de mètres cubes par seconde, avec une température complètement différente. Et donc, il y a une perte de chaleur indéniable qui va en partie vers l'atmosphère. On peut faire un calcul simple de flux de chaleur en prenant en compte les flux et les différences de température, et on trouve à peu près 1 pétawatt. Alors ici, c'est un calcul fait pour 20, donc on trouve 1,2, mais si on prend 15, ça va donner à peu près 1 pétawatt, donc 10 puissance 15 watts, c'est beaucoup, et ça, entre guillemets, ça réchauffe nos contrées. Et donc on sent bien que si on arrête le phénomène, ça va avoir une incidence très importante sur la climatologie au-dessus dans l'atmosphère. Alors dans le détail, ici on a des zones de plongée, on en a parlé dans des précédents cours aussi. Ces zones de plongée, elles sont complexes. Ici, tiré d'un ouvrage de Michel Fieux, qui a fait un ouvrage en français d'océanographie régionale qui est tout à fait utile dans ce contexte. Si vous avez une carte qui vous représente la circulation à la fois en surface et en profondeur, à la fois avec le Gulf Stream, la dérive nord-atlantique, les flux qui vont aller alimenter les zones de plongée qui sont... Alors, il y a plusieurs zones de plongée en Atlantique Nord. Il y en a une en particulier en mer du Labrador, mais les plus denses, en fait, sont en fait au-delà de la barrière entre l'Islande et le Groenland et les îles Féroé et l'Écosse. Donc des eaux qui vont plonger dans ces mers nordiques et vont ensuite passer dans des goulets d'étranglement, en particulier ici le détroit du Danemark entre l'Islande et le Groenland, d'autres passages au niveau des îles Féroé, et alimenter cette circulation, se mélanger avec l'eau profonde du Labrador pour former cette fameuse NADW eau profonde nord-atlantique. Donc ces phénomènes, on sent bien que pendant la glaciation, ils ont dû être très affectés, parce qu'à côté, on avait une énorme calotte de glace sur le continent américain, une énorme calotte de glace, comme je vous l'ai montré, sur le continent européen, avec cette calotte phénoscandienne. On a vu aussi la calotte de la mer de Barents. Donc pendant la glaciation, toutes ces zones-là étaient complètement affectées. Il y avait de la glace de mer, et il est très probable que ces plongées ne pouvaient pas se faire justement dans ces mers nordiques qui étaient probablement confinées au sud en fait, de l'Islande. Alors une façon d'étudier ces phénomènes, c'est de faire de la modélisation numérique. Alors dans le cours, je vous en ai déjà parlé, il y a des modèles qui permettent, alors c'est vers ça que l'on doit tendre, c'est de pouvoir tout expliquer uniquement avec les forçages externes de la Terre. L'insolation et les phénomènes de glaciation, c'est d'abord des phénomènes qui sont liés au changement de l'orbite terrestre, mais pour l'instant, il n'y a pas de modèle qui arrive à simuler tous les détails de la glaciation uniquement avec le forçage externe. D'une part, il y a une extrême complexité des différents modules de ces modélisations, parce que pour travailler sur ces phénomènes à très long terme, il faut non seulement modéliser l'atmosphère
le discrétiser puis regarder ça de façon géographique, mais en plus, il faut tenir compte d'autres composantes beaucoup plus lentes du système climatique, en particulier l'océan, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les calottes de glace, ça nous intéresse aussi, qui vont être numérisées. Il y a aussi tout le cycle du carbone et la végétation qui peuvent aussi interagir. Et donc ces modèles numériques, ces modèles climatiques, sont maintenant des modèles qui représentent finalement le système terrestre. On parle même de Earth System Model et plus de modèles climatiques, mais il y a toujours des compromis à avoir comme les constantes de temps ne sont pas du tout les mêmes entre ce qui se passe dans un modèle de glaciologie et un modèle atmosphérique, il y a toujours des compromis qui vont être trouvés entre la résolution spatiale temporelle et la complexité de ce que l'on peut mettre dans la modélisation. Alors, une des premières choses qui a été faite justement pour regarder ces effondrements de la circulation océanique, ça a été de faire des choses relativement simples dans la modélisation qui étaient, on a des évidences sur le fait que les événements de Heinrich, pas seulement H1, mais aussi tous les autres événements, sont liés à des flux d'iceberg en Atlantique Nord. Ces flux d'iceberg, c'est ça qui nous apporte ces petits cailloux, ces petits graviers que l'on va trouver sous la loupe binoculaire, sédiments détritiques, mais en plus, les icebergs ils vont fondre et ça va donner de l'eau douce. Et cette eau douce, elle a une influence. Et ça, l'influence, ce n'est pas l'influence de la température des icebergs qui va refroidir l'océan, qui aura une importance pour freiner. C'est en fait l'effet lié à la diminution de la salinité liée à cette eau douce, liée au fait que les calottes de glace sont formées de glace atmosphérique, d'eau atmosphérique, et donc vont diluer et donc freiner. Et les zones de convection avec on l'a vu déjà, je vous l'ai déjà décrit, le fait qu'il y ait des convections, c'est lié au fait que ces masses d'eau relativement chaudes, eh bien, en refroidissant, vont se densifier, et puis en plus, avec des changements de précipitation à haute latitude, à un moment, elles vont être suffisamment denses en fait, pour couler. Et donc, forcément, lorsqu'on va apporter de façon massive à l'Atlantique Nord de l'eau douce, ça va avoir comme conséquence eh bien, de freiner ou de stopper carrément cette plongée d'eau profonde dans les différentes zones de convection. Alors, c'est ce qui a été fait par de nombreux groupes, avec à la fois des modèles simples et des modèles complets océan-atmosphère, les mêmes que ce qui est utilisé pour faire les simulations du prochain siècle, les simulations qui sont compilées par le GIEC. Donc, ce sont exactement les mêmes modèles. Donc là, les modèles sont pris en configuration actuelle, on va dire, et c'est ce qui avait été utilisé notamment dans cet exercice d'intercomparaison. Plusieurs groupes de modélisation, avec des modèles qui sont indépendants, au premier ordre, vont utiliser les mêmes, vont supposer les mêmes forçages, en particulier mettre exactement la même perturbation en Atlantique Nord. Ici, ce qui a été supposé, c'était de disséminer sur l'océan Atlantique un sphere-drop sur 100 ans d'eau douce. Un apport d'eau douce, donc c'est un peu arbitraire, mais c'est quelque chose qui montre la sensibilité de ces modèles au flux d'eau douce. Et tous les modèles, ici, ces cartes sont en fait des moyennes entre les cartes obtenues par les différents modèles après effondrement ou changement de la circulation profonde, cette AMOC. Donc ici, ce qui est représenté, ce n'est pas la MOC, justement, c'est la température, les changements de température. Vous reconnaissez les continents. Et ce qui est représenté, c'est le refroidissement, qui est lié justement à cet arrêt ou cette diminution de la circulation méridienne de renversement, cette AMOC. Comme cette AMOC transporte 1 pétawatt, eh bien, il suffit de freiner un peu pour que ça affecte les températures atmosphériques. C'est ce que l'on voit très nettement. Ici, des changements de température très conséquents. Ici, vous avez des -10, -12, etc., pas très loin du Groenland. Et on voit, dans l'hémisphère sud, le phénomène de bascule qui est logique parce qu'en fait, comme on a vu que cette circulation, elle transporte du sud vers le nord, en particulier dans cette branche atlantique AMOC, transporte du sud vers le nord des masses d'eau de l'ordre de 20 millions ou 15 millions de mètres cubes par seconde, eh bien, si la chaleur reste dans le sud, ça va avoir tendance à réchauffer plutôt que avoir un système normal où il y a un flux de chaleur du sud vers le nord. L'océan Atlantique est le seul océan
en comparaison avec les deux autres, où il y a un flux similaire entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. On a toujours un transport vers le nord des flux de chaleur. Donc c'est vrai, cette caractéristique, donc c'est ça la bascule bipolaire, on voit très nettement du bleu et du rouge. On le voit aussi pour des modèles simplifiés, ce qu'on appelle des modèles de complexité intermédiaire, donc Earth Model of Intermediate Complexity. Donc c'est des modèles qui sont plus rudimentaires, avec des résolutions moindres et moins de processus qui peuvent être pris en compte, où ils sont plus paramétrisés, mais le message est le même. On voit notamment que les variations ou les anomalies sont peut-être un peu lissées, mais on retrouve cette bascule bipolaire avec quelque chose qui est quand même très centré, avec une anomalie qui est complètement centrée sur l'Atlantique Nord, mais qui déborde bien au-delà. Vous voyez que ça déborde pratiquement sur toute l'Asie aussi. Alors, ici, tiré d'un article que nous avions fait, quand je vous ai montré à un moment nos efforts pour documenter les événements de Dansgaard-Oeschger à différentes latitudes, aussi sur le continent, avec des sédiments lacustres. Je vous ai montré qu'on est allé assez loin à l'est en regardant des sédiments de la mer Noire. Et je vous ai dit que les changements de température n'étaient pas aussi violents, en particulier ces événements chauds de Dansgaard-Oeschger. On voyait que, et les événements froids aussi, étaient relativement minimes par rapport à ce que l'on voit en Atlantique et bien évidemment au Groenland. Donc on retrouve, alors dans le cadre de cet article, nous avions comparé avec les résultats de modélisation avec des collègues modélisateurs, en particulier un collègue Andrzej Janopolski, qui a pu, ici, a reconstitué en fait sur ces cartes, dans le cadre de cet article publié en 2015, où on comparait justement nos enregistrements de température avec la modélisation, reconstituer des cartes moyennées entre plusieurs simulations de modèles, des modèles différents avec des complexités différentes, peu importe, mais avec à la fois des modèles qui sont forcés de façon similaire à ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'on impose une perturbation hydrique d'eau douce dans ces modèles, mais on regarde ensuite la propagation et l'anomalie de chaleur et les anomalies de température, ensuite cartographiées. Alors, l'anomalie cartographiée qui correspond justement à ces événements de Heinrich, c'est la partie droite, où on retrouve très clairement donc, un refroidissement, tout est en bleu, donc des températures qui sont minimes, mais ce que l'on peut voir de façon très nette, c'est que l'anomalie la plus importante, elle est centrée sur les moyennes latitudes de l'Atlantique, en particulier sur l'Atlantique de l'Est, pas très loin de toutes nos carottes au large de la marge ibérique, notamment cette carotte qui nous a servi dans le papier qui vient d'être publié cette semaine. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que l'anomalie de température, elle est beaucoup plus faible pour la partie pour la mer Noire. Donc on a finalement une certaine logique dans la comparaison, donc on arrive à comprendre pourquoi est-ce que dans nos enregistrements, il y a effectivement une fluctuation de température qui est beaucoup plus faible dans ces zones. Alors, quand on arrête en fait la perturbation, il y a un phénomène de retour, de rebond, et le système se réchauffe. Ça correspond finalement aux périodes chaudes de Dansgaard-Oeschger, c'est ce qui est représenté ici. C'est la période qui suit en fait la perturbation. On a un réchauffement qui, lui, va être centré un peu plus haut en latitude, mais on retrouve toujours quand même des gradients de température. Notamment, on voit que les températures au niveau de la mer Noire sont plus faibles. Ces variations de température sont plus faibles que ce que l'on peut retrouver au niveau du Groenland. Donc, on a finalement, qualitativement en tout cas, expliquer pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver les mêmes amplitudes de température dans ces enregistrements situés beaucoup plus à l'est. Alors, toujours des modélisations avec des systèmes plus ou moins compliqués. À chaque fois, je mets cette petite terme modélisé pour signaler que ce que je montre est issu de la modélisation. C'est comme un petit logo. Ici, vous avez alors une expérience qui a été faite par des collègues américains au NCAR, et qui ont utilisé un modèle en mode transitoire sur toute la déglaciation. Et ce qu'ils ont regardé, c'était essentiellement la variation au cours du temps de la température. Ici, ce qui est représenté sur cette carte, c'est la différence entre la période H1,
Heinrich I, donc le Drias ancien des palynologues, moins la situation juste avant, qui prévalait pendant la période glaciaire. Donc c'est H1 moins glaciaire, et on retrouve encore une fois toujours cette bulle chaude au niveau de l'Atlantique Nord, ce phénomène de bascule bipolaire avec un réchauffement au sud, qui est tout à fait caractéristique. Et dans le modèle, il est possible aussi de regarder ce qui se passe dans l'océan, en particulier de regarder ce que l'on appelle les fonctions de courant, exprimées en millions de mètres cubes par seconde, ou en Sverdrup, qui est l'unité. Et c'est ce qui est représenté en fait sur ces diagrammes. Ici, c'est des diagrammes en fonction de la profondeur dans l'océan, hein, c'est à peu près 5 km de profondeur, en fonction des latitudes, 30 sud, 90 nord, à la fois la situation pendant le glaciaire, donc on a un transport vers le nord, comme je vous l'ai dit en Atlantique, c'est cette fameuse circulation méridienne AMOC, une circulation vers le sud en profondeur, et un effondrement pratiquement du transport de chaleur vers le nord pendant la période H1, et un retour ensuite beaucoup plus violent pendant la période qui s'appelle le Dansgaard-Oeschger numéro 1. Et je vous ai dit que la synonymie dans la terminologie des palynologues, c'est ce que l'on appelle le Bölling-Alröd. Donc c'est pour ça que dans ce petit diagramme, c'est marqué BA. Mais donc on a une succession, voilà, on entre dans un Heinrich, on a un effondrement, et on voit très nettement donc, des fonctions de courant qui évoluent dans le temps en fonction de la profondeur. Et dans ces calculs, il est possible aussi de regarder de façon assez nette les échanges de chaleur. Alors c'est ce qui est fait ici dans ce même modèle, CCM3, avec à la fois des cartes pour la chute de l'AMOC pendant l'événement de H1. Pendant le rétablissement, donc on retrouve exactement le contraire. Donc on a un réchauffement au nord et un refroidissement au sud. Ici, un refroidissement au nord et un réchauffement au sud. Donc c'est l'effet de bascule. Et ce qui était important, c'est qu'on peut regarder non seulement les fonctions de courant, mais on peut regarder aussi les températures en fonction de la profondeur dans la masse d'eau, dans les masses d'eau ici de 0 jusqu'à 3,5 km. C'est un zoom sur cette tranche de bathymétrique. Et ce que l'on voit, c'est que toute la colonne d'eau, en particulier de l'Atlantique Sud entre 0 et 40 Sud, se réchauffe quand il y a un refroidissement dans le nord. On voit très clairement que le premier kilomètre va se réchauffer. Ici, ça va être la limite en fait, du courant circumpolaire. Et on a ici exactement le contraire. Lorsqu'on a cette bascule dans l'autre sens, on a un refroidissement conséquent de toute la colonne d'eau sur plus d'1 kilomètre pour toute la frange de l'Atlantique Sud. Alors c'est ça qui a conduit certains chercheurs, en particulier un auteur suisse, Thomas Stocker, et un collègue glaciologue, Sigfús Jonsson, qui travaillait à Copenhague avec Willy Dansgaard, a proposé en fait un modèle encore plus simple. Alors, il s'agit ici d'un modèle extrêmement complexe il est très lourd en fait de faire des simulations à très long terme et de regarder des détails. On peut regarder des situations, des états stationnaires ou des situations particulières, mais faire des séries temporelles très longues est toujours coûteux. Et c'est ce qui a conduit en fait deux chercheurs, Thomas Stocker et Sigfús Jonsson, de proposer en fait un modèle très très simple qui se résume finalement à une seule équation différentielle qui tient compte, c'est un modèle qu'ils ont appelé modèle thermodynamique minimum avec échange quasiment instantané entre les bassins nord et sud de l'Atlantique qui sont couplés avec un système, on va dire, de balançoire, de bascule qui est représenté ici. Quand on réchauffe le nord, immédiatement le sud se refroidit de façon équivalente, plus Tn, moins Tn ici. Mais par contre, l'océan austral, l'océan sud, va ressentir ce changement de chaleur de façon assez lente. Il y a un temps de réponse qui n'est pas instantané, un temps d'équilibration qui est symbolisé par uniquement un paramètre unique, le grand taux ici dans cette équation. Donc la dérivée de la température au sud divisée par dt, cette augmentation dépend en fait du gradient. Et donc il est possible avec cette équation très très simple en fait de calculer à partir des enregistrements du nord, de faire des calculs pour les températures du sud. C'est assez pratique. Alors encore une fois, il ne faut pas se leurrer sur la fiabilité, la résolution. On ne va pas regarder des phénomènes physiques, mais c'est très intéressant de regarder déjà la capacité de ce que l'on peut faire avec des équations relativement simples sur ces phénomènes de bascule. Alors, c'est ce qui a été fait aussi par
Thomas Stocker et Sigfús Jansen, ils ont aussi fait certaines approximations, et en fait, on peut démontrer que avec ce système d'équations de bascule bipolaire thermique, il est possible de calculer une approximation qui montre que le delta de température au sud, donc les fameux AIM, les fameux réchauffements antarctiques, sont proportionnels, en fait, on peut démontrer qu'ils sont proportionnels à la durée de l'événement, delta de petit t n. Et donc c'est ça qui a été vu justement par les glaciologues, qui avait été publié dans le papier de Nature 2006 EPICA, où ils avaient pu montrer justement une antiphase entre le nord et le sud, et en particulier une corrélation impressionnante entre l'amplitude de ces AIM de l'Antarctique avec les durées des événements au nord. Donc ce qui veut dire que ici, le facteur entre parenthèses était à peu près constant dans leur système d'équations. C'est ça qui était responsable de cette corrélation linéaire entre les deux paramètres. Alors justement, avec Nina, c'est là où nous sommes allés un peu plus loin, c'est qu'en fait, en regardant les mêmes équations, et en voyant très bien que dans les enregistrements atlantiques qui correspondent plus précisément finalement à la circulation thermohaline, c'est là où est la source de changement. On s'occupe de l'océan. En fait, il faudrait regarder, je vous en ai déjà parlé aussi, les enregistrements de température de l'hémisphère sud. Bon, il y a beaucoup de défauts, ce qui fait qu'on se contente pour l'instant de faire des comparaisons avec le climat antarctique, mais on s'est aperçu en fait que dans cette équation, il y avait aussi un ingrédient important qui était supposé comme étant constant dans les corrélations nord-sud des glaciologues, mais ce facteur constant, en fait, il dépend du grand delta de la température au nord, ces fameux événements de Heinrich ou ces stades de Dansgaard-Oeschger. Et de façon un peu fortuite, les glaciologues ont eu de la chance, puisque dans leur système au Groenland, la variabilité du Groenland en fait, est tronquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refroidissement au-delà d'une certaine température, ce qui fait que tous les delta T nord sont à peu près les mêmes, ce qui fait que, en fait, en supposant que ceci est constant, on retrouve la corrélation entre les réchauffements antarctiques et la durée des événements au nord. Mais ce n'est pas du tout vrai, en fait, pour la réalité, c'est-à-dire que nous, ce que l'on voit dans l'océan, et c'est ça la source des phénomènes, on voit des contrastes très marqués, comme je vous l'ai indiqué, des changements de température qui sont variables, en particulier pendant les événements de Heinrich. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on a fait des corrélations, notamment entre delta TS et le produit delta TN. On tient compte finalement de la variabilité du changement de température au nord, ce qui change tout parce que en fait, c'est ça qui permet de mieux prendre en compte ce que nous regardons dans l'Atlantique. Alors, avec ce système d'équations très simple, comme je vous l'ai dit, on peut calculer à partir des enregistrements du nord, on peut simuler l'enregistrement du sud. Alors c'est ce qui est fait, on a testé avec Nina des variations très simples ici pour simuler les derniers 120 000 ans. Ici on démarre de là, 120 000 ans jusqu'à 70 000 ans, 65 000 ans jusqu'à 0. On a simulé une variabilité avec des fonctions très simples, des fonctions rectangulaires, pour simuler à la fois les refroidissements de Heinrich, les refroidissements de Heinrich à la fois dans l'océan, en Atlantique Nord et au Groenland. Ici, les amplitudes sont toutes les mêmes au Groenland, alors que pour l'Atlantique Nord, elles sont variables, les durées sont variables et les amplitudes sont variables. Et les simulations avec cette équation simple sont représentées ici pour les courbes antarctiques. Et ce qu'il faut voir, c'est que les amplitudes de ces événements antarctiques simulés dépendent à la fois de la durée des événements au nord et de leur amplitude au nord. Donc on a effectivement montré en fait, l'importance de tenir compte de ce produit entre l'amplitude et la durée. Donc c'est ça qui était nouveau et qui n'avait pas été fait auparavant. Mais encore une fois, tous les ingrédients étaient là dans les équations de Thomas Stocker et Sigfús Jansen. Alors, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a pris en compte, on a pris directement les enregistrements de paléotempérature, à la fois du RIOH' et des alcénones de l'Atlantique Nord, que nous avons reconstitué à très haute résolution dans notre travail, et on les a implantés dans l'équation pour simuler des enregistrements pour simuler la variabilité de la température de l'Antarctique. Alors c'est ce que nous avons fait sur ce panneau, par exemple. Ici, on a des séries temporelles qui se superposent, qui correspondent à la variabilité de température, d'une part observée en Antarctique,
les carrés, enfin, ou les points violets ici, Wise Divide, Epica Dome C, Epica Drowning Maudland, etc. C'est une moyenne de ces différents enregistrements et de température. Et en correspondance, de façon tout à fait indépendante, on prend les enregistrements des paléotempératures au large du Portugal, à la fois Erie-Wash Prime et Alcénone, et on les implante dans l'équation pour faire des simulations. C'est des simulations qui sont représentées ici en orange, qui représentent en fait les simulations à travers l'équation de bascule bipolaire. Et ce que l'on peut montrer, alors, la partie inférieure du panneau représente un zoom ici entre 15 000 ans et 50 000 ans. Donc ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'on a une explication de la variabilité de ces événements. On a une très bonne correspondance entre la variabilité simulée à partir des enregistrements de l'Atlantique Nord pour simuler des enregistrements de l'hémisphère sud avec les mesures faites en Antarctique. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a une variabilité qui est importante à la fois dans la durée et dans les amplitudes des événements. Et donc on revient finalement à notre index de température bipolaire et du fait que l'on arrive à montrer que les événements les plus froids et les plus longs sont les plus importants dans le cadre justement de cet index d'intensité de la bascule bipolaire. Et donc on n'a pas un système uniquement de flip-flop entre deux états, mais vraiment quelque chose qui indique finalement des modes multiples. On a vraiment, ici il s'agit d'une unité logarithmique entre les événements de Dansgaard-Oeschger, les événements froids de Dansgaard-Oeschger, les événements stadiaires froids qui sont très peu intenses avec cet index, et des événements beaucoup plus importants, notamment H1, H8, H6. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est important parce qu'on essaie de comprendre la climatologie de l'époque, mais en plus, comme vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé aussi, voir par exemple le colloque de l'année dernière sur l'intensité de la circulation océanique, on a depuis quelques décennies des observations en fait réelles d'océanographie sur le fait qu'il y a probablement déjà une petite variation de cette AMOC. Ici, il s'agit en fait d'un diagramme qui est directement tiré du dernier rapport du GIEC, qui vous montre en fait la variabilité depuis le 19e siècle. Alors, il s'agit de simulations, les simulés pour le passé et simulés pour l'avenir, avec les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on a on pense en fait qu'il va y avoir en fait une variation de l'AMOC. L'AMOC devrait baisser dans le futur en réponse aux changements climatiques actuels, alors qui affectent à la fois les températures des masses d'eau de surface, qui affectent aussi tout le cycle hydrologique, comme on va le voir. Donc ça a de multiples conséquences sur les masses d'eau en Atlantique Nord. Et donc, dans tous les modèles, dans toutes les modélisations, pratiquement, on a une baisse, en tout cas jusqu'à la fin du siècle, de cette AMOC dans les modélisations. Alors c'est important parce que ça a une conséquence aussi sur le réchauffement ou le refroidissement. Enfin, ça peut compenser en partie le réchauffement dans les zones considérées, mais comme il y a un effet de bascule bipolaire vers le sud, ça peut aussi exacerber d'autres réchauffements. Alors, ce comportement dans les modèles, ici, il faut imaginer des dizaines de modèles océan-atmosphère qui ont été perturbés par les gaz à effet de serre avec différents scénarios optimistes ou pessimistes sur les émissions. Il s'agit de modèles tridimensionnels complexes, mais ça fait finalement depuis très longtemps, depuis quelques décennies finalement, que l'on sait qu'on a un réchauffement qui a un impact, qui va avoir un impact, qui devrait avoir un impact sur l'AMOC. Ici, je vous représente encore une fois, toujours tiré des travaux de Thomas Stocker, un papier qui date maintenant de 1997, mais qui avait été réalisé avec un modèle simple, alors plus compliqué que le modèle de bascule bipolaire avec une seule équation, mais des modèles simplifiés, bidimensionnels pour l'océan et autres, avec des paramétrisations atmosphériques très poussées. Mais globalement, le message était que dans ce modèle, qui était forcé par des
des courbes très simples en fait, d'émissions de gaz à effet de serre. Ici, vous avez le comportement du modèle, notamment du flux de la circulation méridienne AMOC, exprimé en sphère Drup, donc millions de mètres cubes par seconde. Donc là, le modèle partait à 25 millions de mètres cubes par seconde, mais la perturbation qui était imposée au modèle, c'était des augmentations de la teneur en gaz carbonique atmosphérique, avec des augmentations soit très rapides, soit beaucoup plus lentes, et des augmentations plus ou moins importantes avec un plateau. Donc le message principal était que toutes les simulations, encore une fois, il faut imaginer là, que la P de CO2 augmente, elle a une influence en fait, sur le réchauffement dans le modèle. Ça a tendance, par exemple, à réchauffer les masses d'eau de surface. Donc ça a tendance justement à freiner les mécanismes de plongée, puisque une eau qui est réchauffée, elle va être peu dense et donc elle va moins couler en profondeur. Mais en plus, il y a d'autres effets qui sont liés au cycle hydrologique, qui vont être paramétrisés dans ces modèles. Et donc le réchauffement, il a aussi une influence sur les précipitations, sur le flux des fleuves, sur la fonte du Groenland. Tout cela, dans des modèles simples, va être paramétrisé, mais globalement, ces effets vont avoir un impact important sur une diminution de la densité des eaux de surface en Atlantique Nord, qui va plus ou moins plonger en profondeur. Et donc un des messages de cet article, donc, qui a été ensuite réétudié avec d'autres modèles beaucoup plus complets, c'est qu'on peut atteindre une certaine limite. C'est-à-dire que par exemple ici, les deux courbes rouges montrent une évolution de ce modèle, de la circulation méridienne AMOC en profondeur, qui va varier avec un forçage de CO2 qui va être en amplitude le même. Ici, on atteint 750 ppm, mais avec, dans un cas, le cas pointillé, quelque chose qui est atteint en un siècle, alors que là, on l'atteint en 2 siècles. Alors, c'est une étude de sensibilité, et dans ce modèle, dans un cas, on a une baisse de la circulation méridienne qui est conséquente, mais ensuite un système qui retourne à l'équilibre, alors que dans l'autre cas, lorsque la perturbation est beaucoup plus rapide, même si l'amplitude est la même, eh bien, on a un système qui va s'effondrer, qui montre en fait une non-linéarité importante, et un système qui va évoluer vers une circulation quasiment sans circulation profonde, sans AMOC. Alors c'est quelque chose qui a été étudié dans de très nombreux modèles, à la fois des modèles simples et des modèles plus complexes. Ici, il s'agit en fait d'une planche en fait, qui résume justement cette bistabilité de ces modèles en fonction des perturbations hydrologiques. Alors le principe est résumé ici. Ce qui est représenté ici, ce sont à la fois la circulation, l'intensité de la circulation AMOC exprimant sphère Drup, ou carrément même les températures de surface en Atlantique Nord, qui peuvent évoluer en fonction de la perturbation hydrique. On met de l'eau douce avec une certaine complexité des mécanismes qui induisent justement cette perturbation hydrique, mais en tout cas, on va perturber le climat moderne qui est représenté ici par ce point vert pour aller vers plus loin, pour diminuer cette circulation thermohaline, et à partir d'un certain point, un certain seuil, un point de bifurcation, eh bien, le système va s'effondrer, va évoluer vers un autre mode sans circulation profonde qui est représenté ici, et pour repasser de l'autre côté, il va falloir avoir une perturbation dans l'autre sens beaucoup plus importante. C'est un système avec un phénomène d'hystérésis très important, et ce phénomène d'hystérésis d'abord a été découvert donc, dans des modèles simples. C'est ce qui était représenté ici. Ce sont les premiers, une comparaison en fait de ces flux ici d'eau profonde nord-atlantique, mais bon, c'est la circulation méridienne AMOC en sphère Drup, dans différents modèles simples. C'est une comparaison de ces boucles d'hystérésis avec les différentes positions du climat moderne, plus ou moins proches en fait du point de bifurcation, un diagramme qui vaut lui pour des modèles plus complexes, océan-atmosphère, qui tiennent compte de plus de paramètres, et dès les années 2011 en fait des modèles complets avec une résolution qui est la même que les modèles qui servent à faire les simulations pour le prochain siècle, des modèles complets océan-atmosphère de circulation générale. Ces phénomènes d'hystérésis et d'effondrement possible
à cause de perturbations de flux d'eau douce en Atlantique Nord, ont été aussi montrées dans ces modèles à partir des années 2011. En tout cas, le premier modèle complet qui a montré ce comportement, c'était tiré de cet article. Alors, il y a eu bien d'autres articles depuis. Alors, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est considéré comme étant du domaine du peu probable, on va dire. Si vous lisez les rapports du GIEC, ces perturbations de la circulation AMOC sont tout à fait considérées, mais la probabilité, en fait, la probabilité est complète d'avoir une chute, comme je vous l'ai montré. Tous les modèles s'accordent pour dire qu'il y aura une chute de la circulation méridienne de retournement, comme je viens de vous le montrer. Mais par contre, le fait qu'on atteigne un point de bifurcation qui nous entraîne vers quelque chose de beaucoup plus froid, c'est encore du domaine du peu probable. On peut voir ça un petit peu de façon similaire aux effondrements de la calotte de l'Antarctique de l'Ouest. Mais il y a déjà des signes en fait, avant-coureurs qui sont très discutés dans la communauté, en particulier le fait qu'en regardant les changements de température actuels, on a déjà un réchauffement, là il s'agit de données, les données sur un siècle. Quand on regarde les tendances sur un siècle de la température de surface, l'anomalie de température, le fameux 1 degré depuis un siècle, eh bien, on voit qu'il y a une perturbation, une zone en fait, au niveau de l'Atlantique qui ne se comporte pas comme elle devrait de façon simple, un réchauffement. Donc ça, c'était tiré du rapport du GIEC de 2013. Ici, j'ai juste repris une vue. Alors là, ce n'est pas directement la tendance, c'est directement la différence de température entre 2020 et la fin du 19e siècle. Donc c'est juste une comparaison de deux cartes, mais on retrouve à chaque fois le fait qu'il y a une bulle qui se réchauffe moins ou qui est un peu plus froide en Atlantique Nord. À l'heure actuelle, certains climatologues considèrent que c'est déjà le signe d'un ralentissement de la circulation méridienne de renversement. En particulier, ici, vous aviez une étude là, qui regardait à la fois la variabilité de la température de surface au niveau du Gulf Stream et au niveau de la gyre subpolaire qui est située un peu plus au nord, et qui montre en fait qu'il y a une divergence dans les changements de température qu'ils corrèlent justement avec les changements de la vue depuis quelques décennies de cette circulation méridienne de renversement. Alors, il y a encore un débat très animé dans la communauté. Là, il s'agissait d'une étude pilotée par des tenants justement de l'anomalie actuelle de température en Atlantique Nord qui serait liée justement à cette diminution de l'AMOC. Pour l'instant, les données, alors il y a des données, on en a parlé lors du colloque, il y a des données chiffrées, des mesures d'océanographie, en particulier avec un transect est-ouest au niveau entre les Canaries et la Floride, avec des courantomètres positionnés à différentes longitudes qui permettent de calculer le flux au cours du temps de cette fameuse AMOC. Et il y a, les dernières données montrent apparemment qu'il y aurait eu un changement. Pour l'instant, il y a une extrême. Il s'agit d'une courbe qui est lissée. En fait, il y a des fluctuations interannuelles et interdécennales qui sont importantes. Donc, il y a encore des débats sur le fait qui est de savoir si c'est effectivement quelque chose de systématique. C'est une baisse, mais en fait, elle est trop violente pour être la baisse qui est simulée par les modèles. C'est quelque chose de très important ici. Plus au nord, il y a aussi deux autres transects, alors qui ne permettent pas. Ici, le transect à 26 nord, il remonte pratiquement sur 2 décennies, 2004. Il y a d'autres transects, on en a parlé, je vous ai donné plus de détails. Il n'y a pas de tendance pour d'autres transects qui sont situés plus au nord, ici entre le Canada, la pointe sud du Groenland et l'Europe. Une variabilité alors, qui est sur une échelle de temps plus limitée. On voit des fluctuations, mais il n'y a pas de choses systématiques. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement, je dirais, qui est en train de se faire, mais il y a des débats, effectivement, dans la communauté pour savoir si, pour interpréter cette bulle, on va dire, atmosphérique et océanique, qui se réchauffe moins, et savoir si c'est effectivement déjà la signature de la circulation
méridienne de renversement, AMOC, qui diminue, ou si c'est d'autres phénomènes. Et en fait, il y a d'autres phénomènes atmosphériques liés au vent, qui sont aussi couplés au réchauffement mondial, parce qu'il est très clair que la diminution que l'on voit dans les modélisations est clairement liée au réchauffement mondial et à ses effets localisés. Et d'ailleurs, les simulations, ce fameux trou du réchauffement Atlantique Nord, devrait se maintenir dans le futur. C'est-à-dire que ici, là, j'ai tiré encore une fois du rapport du GIEC de 2021, à la fois pour un scénario optimiste et pour un scénario pessimiste, des réchauffements à l'échelle du prochain siècle, jusqu'à l'année, une moyenne 2081-2100. On voit donc des réchauffements partout, plus ou moins importants suivant les émissions, un contraste avec une amplification polaire, notamment arctique. On voit aussi l'amplification sur les continents, mais on voit aussi de façon très nette ce fameux trou du réchauffement en Atlantique Nord qui est maintenu à la fois dans les deux cas. Donc il est important de l'étudier, et finalement les données paléoclimatiques sont les seules qui permettent d'étudier en vraie grandeur ces phénomènes de bascule bipolaire, parce qu'il y a encore, on est vraiment trop proche du bruit, et on a des séries temporelles en océanographie qui sont très courtes, là, sur quelques années, quelques décennies, avec une variabilité interannuelle très importante, ce qui fait que les données paléoclimatiques sont tout à fait compétitives pour regarder ces phénomènes. Alors, pour l'instant, je vous ai essentiellement parlé de changement de température. Donc, dans ce cours, j'ai aussi prévu de vous parler des changements de précipitation, et en particulier de ce qu'on va appeler ici la bascule bipolaire hydrologique, qui est liée au fait qu'on va voir des changements des précipitations au cours des mêmes échelles de temps, mais dans des zones situées à plus basse latitude. Alors, quand on regarde les précipitations à l'échelle globale actuelle, ce que l'on voit, c'est essentiellement ça, qui représente en fait les précipitations moyennes annuelles exprimées en millimètres par an. Ici, il s'agit d'une moyenne sur la période entre 2000 et 2019, avec des précipitations, même si on peut pleuvoir aujourd'hui à Paris, l'essentiel des précipitations sont localisées dans certaines zones, notamment dans ce que l'on appelle dans la frange intertropicale, notamment autour de la zone de confrontation entre les deux grandes cellules de Hadley, la zone de convergence entre les alizés du nord-est et du sud-est, qui forment en fait avec un phénomène d'ascendance et formation de précipitations importantes au niveau équatorial, avec cette fameuse zone de convergence intertropicale, ou ITCZ en anglais, ou ZCIT en français. Donc ici, il s'agit juste d'une cartographie actuelle de cette ITCZ, de ces moyennes annuelles des précipitations. Et il faut voir ça un petit peu aussi comme l'équateur météorologique qui varie en position en fonction des saisons. Donc il y a une variation en latitude de cette ITCZ. L'équateur physique terrestre, lui, est fixe, mais par contre l'atmosphère va osciller saisonnièrement avec une fluctuation de la position de l'ITCZ en fonction des saisons. Alors quand on reprend les mêmes modèles, je vous ai montré justement ces expériences de simulation et de perturbation des modèles avec une fonte imposée à la modélisation en Atlantique Nord. On va arroser le modèle avec de l'eau douce avec un Sverdrup pendant un siècle. Eh bien, ces mêmes modèles, on peut regarder ce qui se passe avec leurs précipitations. C'est ce qui a été fait toujours dans le cadre de la même étude, justement, qui comparait plusieurs modèles et qui faisaient des cartographies de la perturbation thermique. Eh bien, ici, il s'agit, avec un diagramme qui est une cartographie qui est beaucoup plus centrée sur l'Atlantique intertropical. Voici en fait la carte moyennée des perturbations hydriques liées à cette perturbation qui est censée représenter un événement de Heinrich avec un flux d'eau douce très important en Atlantique Nord. Donc les modèles ici sont perturbés, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une migration vers le sud. Donc on a cette fameuse bascule thermique bipolaire.
refroidissement au nord, réchauffement au sud, et en même temps, on a un déplacement vers le sud de l'ITCZ, de cette zone de convergence intertropicale. Et donc, au final, lorsqu'on fait des cartographies d'anomalies des précipitations, ce que l'on trouve, c'est en millimètres par jour, plus de pluie un peu plus au sud et moins de pluie un peu plus au nord. C'est ce qui est représenté ici en rouge et en bleu. Alors ici, on peut, ce type, donc ici il s'agissait en fait d'une moyenne sur plusieurs modélisations. Alors il s'agit d'une comparaison entre différents modèles qui datent déjà un peu. Il y a eu beaucoup de simulations équivalentes qui ont été réalisées par de nombreux collègues modélisateurs qui retombent toujours sur les mêmes principes. Alors encore une fois, quand on va regarder dans le détail, latitude par latitude ou longitude ou chaque site géographique, on va pouvoir trouver des différences, mais les principes de base sont toujours les mêmes. Ici, il s'agit d'une autre expérience d'arrosage. En anglais, on appelle ça des hosing experiments. C'est pour ça que, en français, on applique on peut appeler ça aussi des expériences d'arrosage d'un modèle climatique qui va simuler justement ces événements de Heinrich et Björn-Andreas, en fait, avec un panneau. Le panneau de gauche montre ce qui se passe sur la température, refroidissement et réchauffement au sud. Ici, il s'agit d'anomalies de température en degrés. Et dans le même modèle, le modèle simule aussi les précipitations. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a un déplacement vers le sud de toute l'ITCZ à l'échelle globale, avec quelque chose qui est plus sec à ce niveau-là et une augmentation des précipitations un peu plus au sud. Alors, ce qui est un peu malheureux, c'est que là, le code de couleur est complètement inversé par rapport à l'autre. Ici, ce qui est plus sec, c'est représenté en bleu et plus humide en rouge pour respecter le code de couleur des températures. Mais par rapport à l'autre, c'était le contraire. Mais bon, le principe, vous l'avez compris, c'est un déplacement vers le sud de l'ITCZ qui va faire augmenter les précipitations un peu plus au sud et les diminuer un peu plus au nord. Alors, on a les paléoclimatologues, encore eux, parce que c'est en fait... ce sont ces études de paléoclimatologie qui en fait ont conduit les modélisateurs à faire ces expérimentations. Les paléoclimatologues peuvent utiliser des archives marines, on peut regarder les salinités, mais on peut aussi regarder des archives continentales qui nous permettent de reconstituer les précipitations. Et les meilleures archives pour reconstituer les précipitations, eh bien, ce sont les stalagmites, ou les spéléothèmes, enfin stalactites et stalagmites, ou les planchers stalagmitiques, donc les spéléothèmes qui est le terme générique, qui peuvent être étudiés. Et l'avantage des spéléothèmes, c'est que lorsqu'ils sont dans des conditions idéales, ils sont facilement datables. On peut d'une part faire des mesures, ici il s'agit de photographie donc, que je dois à Dominique Gentil, qui est un des spécialistes français des spéléothèmes. Ça va être une grotte en Belgique. Donc un système de prélèvement à la fois dans les planchers et dans les stalagmites, il est possible de retrouver des couches que l'on peut compter. Certaines stalagmites ont des couches annuelles qui permettent de reconstituer des chronologies à l'année près, mais c'est très rare. Mais essentiellement, ces stalagmites peuvent être datés avec la méthode uranium-thorium pour obtenir des âges très précis, très justes. On peut faire du carbone 14, il y a des complications associées au carbone 14 dans les stalagmites, mais en première approximation, les échelles temporelles sont données et sont très précises et sont complètement indépendantes de ce que l'on peut faire avec les autres archives, avec la glaciologie ou avec les sédiments marins. Alors, il y a de nombreuses grottes qui ont été étudiées, en particulier dans la zone de battement saisonnier actuelle de cette fameuse zone de convergence intertropicale, ou ITCZ, représentée sur cette carte. Ici, j'ai tiré ça d'un article d'un des principaux contributeurs, Hai Cheng, qui était aux États-Unis, à l'Université du Minnesota et maintenant en Chine, avec son groupe qui travaille de façon très intense sur les stalagmites. Donc, ils ont étudié des dizaines de sites, et notamment les sites qui sont représentés sur ce diagramme, qui sont situés dans la zone de battement actuelle de l'ITCZ, entre l'ITCZ de juillet et l'ITCZ de janvier. Donc, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a un changement en latitude, mais en plus, on va imposer, le climat va imposer, enfin, les variations abruptes là vont imposer un système qui va basculer du nord au sud avec une bascule hydrologique équivalente à la bascule thermique que je vous ai déjà décrite. Alors, les spéléothèmes, donc c'est bien, on peut les dater, mais il faut un indicateur pour reconstituer les températures ou les précipitations, puisque ce qui nous intéresse là, ce sont les précipitations. Et l'outil essentiel pour reconstituer les précipitations, ce sont les rapports isotopiques
en particulier le rapport O18 sur O16 de contenu dans la calcite. Et parce que dans le carbonate, dans le carbonate de calcium qui forme ces stalagmites, essentiellement de la calcite, on peut retrouver de l'oxygène qui a précipité dans le carbonate de façon pratiquement à l'équilibre avec l'eau de percolation qui est en contact avec l'eau de pluie. Et donc, ce que l'on va retrouver dans ces spéléothèmes, c'est un signal atmosphérique. Alors, on peut même travailler dans les spéléothèmes. Il ne faut pas que je diverge parce que sinon je vais être trop long, mais on peut même travailler sur des inclusions fluides, prendre de l'eau et carrément avoir un signal qui est beaucoup plus fiable et pur, mais bon, c'est plus difficile de faire de la haute résolution. Mais en première approximation, on peut travailler déjà sur le carbonate, faire du delta O18. Alors, le delta O18, à l'heure actuelle, dans l'atmosphère, en particulier dans la zone intertropicale, sa variabilité est essentiellement liée aux précipitations. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui entrent en ligne de compte, mais lorsqu'on fait alors, il y a des réseaux de mesures de mesures isotopiques dans l'eau de pluie, et typiquement dans les zones intertropicales, ce que l'on va trouver, c'est que le delta O18 varie de façon inverse avec les précipitations. Ici, c'est pour des sites en Amérique centrale. Le rapport O18 sur O16 normalisé en fonction des précipitations. Donc on a plus les précipitations vont être importantes, plus le delta O18 va être négatif. Donc on a une corrélation inverse, une corrélation négative entre le delta O18 et les précipitations, ici pour San Salvador. Donc typiquement, c'est ce qui est observé. Alors c'est en fait d'une complexité. En premier ordre, c'est ce qu'on appelle un effet de masse. Il y a tout un réseau de stations de l'IAEA qui permet de regarder ça à toutes les latitudes et sur de nombreux sites. C'est quelque chose qui est classique, mais on voit que les corrélations ne sont pas fameuses. Alors il y a la physique elle-même de cette... L'explication en fait est assez complexe, fait intervenir justement les réévaporations et les précipitations dans différents types de pluie, mais c'est quelque chose qui est classique. Ici, juste une autre vue un peu du même phénomène, parce qu'il y a aussi des fluctuations saisonnières du delta O18. Ici, pour la zone de mousson d'Asie, ici on est très loin, même au nord, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations aussi de l'ITCZ sur les continents qui peuvent être très importantes, et donc on est toujours dans la zone de mousson, même à Pékin. Ici, c'est pour la période actuelle, pour des mesures sur 2 ans, ici, le delta O18 qui varie saisonnièrement et qui est anticorrélé avec les taux de précipitations qui sont représentés avec l'histogramme en noir. Et donc on peut regarder la corrélation entre les deux, elle n'est pas fameuse, mais on retrouve cette corrélation négative. Alors la physique exacte est complexe, et en plus, comme je vais vous le montrer, il faut faire intervenir d'autres phénomènes. Mais globalement, on a un outil qui est qualitativement relié à la quantité de précipitation. Alors dans les zones... dans les différentes zones qui vont être étudiées, il y a des phénomènes de mousson, en particulier des moussons asiatiques et des moussons sud-américaines, qui vont être importantes, doivent être prises en compte aussi. Alors essentiellement, la mousson, c'est en particulier la mousson d'été, c'est quelque chose qui est lié au contraste du réchauffement entre le continent et l'océan, avec formation de basses pressions continentales en été, qui vont aspirer les masses d'air océaniques et donc entraîner des précipitations sur le continent. Et ces phénomènes sont inversés aussi avec des moussons d'hiver, mais ce sont des phénomènes qui sont classiques, et on va les retrouver sur le continent asiatique, sur le continent sud-américain, comme nous allons le voir. Ici, il s'agit toujours de la même carte, mais un zoom sur la partie asiatique avec les différents termes, avec différents sites qui ont été échantillonnés. En particulier, je vais vous montrer qu'une seule série temporelle par manque de temps, mais en particulier celle d'une grotte qui est située vers un peu plus que 30 degrés nord, la grotte de Oulu, qui a été la première à être vraiment à démontrer justement cette variation systématique avec la bascule hydrologique. Mais c'est un système qui est complexe parce qu'elle fait le système de précipitation au-dessus de la Chine fait intervenir à la fois la mousson est-asiatique, mais aussi la mousson indienne, la mousson d'été indienne, ISM ici, avec
des alizés qui se retournent et qui vont apporter des masses d'eau importantes, enfin des précipitations sur le continent asiatique, et une interaction aussi avec les vents d'ouest. Donc il y a une climatologie qui va être compliquée, mais au premier ordre, ce que l'on va regarder, en fait, ce sont des fluctuations de la mousson. Donc le premier enregistrement vraiment très impressionnant qui a été produit et publié en 2001, c'est ce fameux enregistrement de la grotte de Oulu. Ici, il s'agit du diagramme original. Alors toujours pour voir à peu près où on est, ce qui est représenté ici avec une échelle de temps totalement indépendante, le Groenland, les fameux réchauffements de Dansgaard-Oeschger, et le delta O18 mesuré dans plusieurs stalagmites qui ont été datés par uranium-thorium, qui ont été raccordés les uns aux autres, avec en plus une échelle du delta O18 qui est inversée pour que, puisque je vous ai dit qu'il y avait une corrélation, une anticorrélation entre taux de précipitation et delta O18, pour avoir juste plus d'humidité qui monte et des phénomènes plus secs avec des valeurs qui s'abaisse dans ce diagramme, mais c'est juste parce que l'échelle ici est inversée, moins 4, moins 10. Et donc, ce qu'il faut voir, et ça a été vraiment une énorme surprise, en fait, c'est qu'il y avait une corrélation systématique entre les événements froids, Dryas récents, H1, H2, les événements de Dansgaard-Oeschger aussi, des réchauffements, avec des réchauffements qui correspondent à des maxima d'humidité, des maxima de la mousson, et des périodes beaucoup plus sèches qui sont singularisées ici avec des rubans jaunes, qui correspondent au refroidissement, notamment les refroidissements liés aux événements de Heinrich. Vous voyez ici, on a des augmentations, donc des baisses sur le diagramme, des augmentations du delta O18. Il faisait plus sec, beaucoup plus sec pendant les périodes de Heinrich dans cette zone. Alors c'est quelque chose qui a été aussi étudié donc en Inde, un peu partout au niveau du continent asiatique. Donc, en plus, la résolution temporelle a été bien améliorée dans ces enregistrements de la grotte de Oulu. Donc maintenant, on a un enregistrement encore plus fin que celui-ci, et d'autres datations qui sont venues compléter le tableau. Un autre continent qui a été très échantillonné par les mêmes équipes, en fait, c'est le continent sud-américain, avec une collecte de plusieurs grottes, de nombreux stalagmites dans plusieurs grottes sur le continent américain, notamment au Brésil, au Pérou. Et donc là, il faut imaginer qu'il y a un phénomène un peu similaire à la mousson asiatique entre le continent sud-américain et l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle la mousson sud-américaine, avec un apport qui apporte de l'eau sur toute l'Amazonie. Alors qu'il y a une barrière topographique qui est la barrière des Andes, il y a un retournement vers le sud de ces précipitations qui vont ensuite arroser toute cette zone, mais en prélevant dans différentes grottes à différentes latitudes, il est possible en fait de retrouver, d'essayer d'échantillonner et de regarder quelles sont les fluctuations. Alors une des premières grottes qui a été échantillonnée, c'était une grotte qui est très au sud du Brésil, qui s'appelle la grotte de Botuverá, et c'est ça qui a été montré par les auteurs. Donc en 2007, ils ont vu que, alors, pour rappel, ici on aurait pu montrer le Groenland, mais là ils ont montré directement l'enregistrement de la grotte de Oulu, avec dans le bon sens, enfin dans le sens avec une augmentation de plus en plus humide vers le haut, wet. Donc on retrouve ces événements de Heinrich qui sont les baisses des précipitations en Chine. Et par contre, en Amérique du Sud, au Brésil, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que là, on a avec le même l'échelle équivalente, donc on devrait ici, quand on monte dans ce diagramme, donc on descend sur l'échelle du delta O18, on est de plus en plus humide, et bien on trouve qu'il y a plus d'humidité en fait, pendant les événements de Heinrich. Donc on voit ça de façon très très nette. Ici, ce qui est représenté ici, c'est même des spéléothèmes en vert, en fait, qui ont été prélevés au nord du Brésil, et là, il n'y a même pas possibilité de faire des enregistrements. Ce que l'on peut regarder, c'est juste le taux de pousse. Il y a quelques petits spéléothèmes qui ont poussé uniquement pendant les périodes humides. Donc on n'a pas d'enregistrement du delta O8, mais ces spéléothèmes dans les grottes du nord-est du Brésil sont là uniquement pendant certaines périodes qui correspondent aux périodes humides. Donc c'est très impressionnant comme corrélation. Deux grottes, une au sud et d'autres au nord. D'autres enregistrements. Ici, il s'agit d'enregistrements au nord du Pérou. Donc il y a deux grottes ici. L'enregistrement de la grotte
d'El Condor et l'autre une autre qui est la caverne des diamants, Cueva del Diamante, avec donc des enregistrements donc, qui sont positionnés de la même façon, et on retrouve exactement la même chose systématique. Alors il y a des tendances à long terme aussi qui peuvent être prises en compte, mais globalement pour les événements abrupts, on retrouve que les événements qui sont secs en Chine, donc on a en gros l'ITCZ et la zone de mousson qui va aller un peu plus au sud, et bien, en fait, au niveau de l'Amérique du Sud, là, c'est exactement le contraire. On va être plus arrosé essentiellement pendant ces périodes, pendant le Drias récent. On le retrouve aussi dans cette grotte de Botuvera qui était située au sud du Brésil, et on voit systématiquement des augmentations des précipitations pendant les événements de Heinrich. Donc on a cette bascule hydrologique, on retrouve ça de façon systématique, H2, H3, H4, H5, et quelque chose qui est complètement en antiphase avec ce qu'on voit en Asie. Une autre grotte, alors aussi au Pérou, là située à 4000 mètres d'altitude, où on retrouve alors, cette anticorrélation. Alors là, c'est un peu dommage, mais dans le papier, bon, c'est d'autres auteurs, ils ont pris le parti de, comme c'est plus facile de regarder des corrélations plutôt des anticorrélations, ils ont pris deux codes. Avec ici, on retrouve Ulukey, l'enregistrement avec les baisses de précipitations pendant les événements de Heinrich, et là, ils ont pris le parti de représenter ça avec une échelle inversée pour le delta O18, alors qui est l'échelle normale. Ici, on augmente en delta 18, moins 18, moins 14, mais ce qui veut dire que là, il s'agit de périodes humides, des périodes, bon, on retrouve des périodes humides. Donc c'est juste la convention qui n'est pas la même, mais on retrouve exactement cette anticorrélation, qui maintenant, sur ce diagramme, est une corrélation, puisqu'on a présenté les deux de façon inverse. Mais ce sont des corrélations qui sont quand même très impressionnantes. On retrouve effectivement tous les enregistrements et la singularité des événements de Heinrich dans cette bascule bipolaire. Un des derniers travaux qui a été montré, justement, là il s'agit carrément on a attendu ça très longtemps, d'avoir des spéléothèmes de grottes situées directement au centre de l'Amazonie. Alors il y a des chercheurs qui échantillonnent et qui recherchent d'autres enregistrements, mais ici il s'agit d'une grotte, donc grotte de Paraiso, où les chercheurs ont pu reconstituer des séries temporelles du delta O18, donc là c'est bien positionné, qu'ils représentent ici avec des échelles de temps complètement indépendantes, uranium-thorium en Chine sur les spéléothèmes de Chine et uranium-thorium sur les spéléothèmes de cette grotte d'Amazonie dans le centre du Brésil, avec une variabilité qui est complètement en anticorrélation. Donc on retrouve, encore une fois, que pendant les périodes froides, notamment les périodes de Heinrich, on a un effondrement des précipitations dans la zone chinoise et par contre une augmentation pour toute la zone de l'Amérique du Sud. Donc c'est quelque chose qui est relativement bien compris. Maintenant, on voit effectivement c'est tout à fait compatible avec ce que je vous ai décrit dans la modélisation, c'est-à-dire qu'on a un déplacement vers le sud pendant ces événements de Heinrich, un déplacement vers le sud de la zone de convergence intertropicale, et donc on arrose moins au niveau de l'Asie et on arrose un peu plus dans ces zones situées en Amérique du Sud. Alors tout n'est pas parfait encore dans ces enregistrements quand même, parce que pour l'instant, je vous ai parlé de delta O18, je vous ai montré qu'il y avait des corrélations entre le delta O18 des précipitations et le taux de précipitation, mais à aucun moment je vous ai reconstitué des précipitations exprimées en millimètres par an, d'anomalies, parce que pour l'instant, la recherche, l'état de la recherche est que c'est très difficile en fait de convertir ces variations, on va dire qualitatives. On sait que ce sont des variations très importantes à la fois de la mousson asiatique et de la mousson sud-américaine, mais par contre essayer de les quantifier en flux d'eau atmosphérique est encore très compliqué. Donc il y a beaucoup d'efforts, je n'ai pas le temps de vous les détailler, mais pour l'instant c'est vraiment un traceur qu'on peut considérer comme qualitatif ou semi-quantitatif, et il y a encore de nombreuses recherches, notamment en essayant de reconstituer, de prélever directement des inclusions fluides pour directement travailler sur l'eau piégée dans les stalagmites. Et il y a d'autres efforts aussi de modélisation
Là, c'est juste un exemple de modélisation qui a été effectué, où maintenant, dans les modèles, il est possible non seulement de simuler les précipitations, mais aussi de simuler les isotopes de l'eau, le delta O18, le rapport D sur H, le rapport deutérium sur hydrogène, dans ces modèles tridimensionnels, et de les perturber de la même façon avec ces anomalies hydriques, arrosage en Atlantique Nord. Alors c'est ce qui a été fait ici dans un travail de modélisation pour centrer sur l'Asie. Alors je ne sais pas, ici il faut reconnaître les traits de côte. Ici, il s'agit des changements modélisés dans le modèle tridimensionnel qui tient compte des isotopes de l'eau. Pour la zone asiatique, ici la corne de l'Afrique, l'Inde, vous reconnaissez la Chine ici, et le modèle simule bien, lorsqu'il y a bascule dans ce système arrosé au nord de l'Atlantique, on a changement très important du delta O18 sur la zone chinoise. La grotte de Oulu doit être pas très loin ici. Mais par contre, dans les détails, quand on regarde les taux de précipitation, en fait, ils ne changent pas tellement, dans la modélisation en tout cas, au niveau des grottes chinoises. Les zones où il y a le plus de changements du taux de précipitation, ici il s'agit dans la modélisation des taux de précipitation exprimés en différence, en pourcentage. Et donc le fait qu'il y ait des anomalies du delta O18 alors qu'on ne voit pas d'anomalie du taux de précipitation, serait lié, en tout cas dans la modélisation, c'est lié au fait que ces anomalies vont être transportées, c'est-à-dire qu'il y a aussi un système d'interaction entre les deux moussons, c'est ce que je vous ai signalé à un moment. Il y a une interaction entre la mousson indienne avec un transport qui va être conséquent et qui va influencer toute la zone qui est aussi arrosée par la mousson est-asiatique. Donc c'est ces complexités qu'il faut prendre en compte pour essayer de comprendre en fait, ce signal isotopique qui, pour l'instant, est utilisé de façon qualitative. Alors pourquoi c'est important? Au même titre que je vous ai montré le fait que pour le prochain siècle, on est quasiment sûr qu'il y aura un ralentissement de la MOC, donc toutes les modélisations le confirment. Savoir si on va atteindre un point de bascule pour avoir un effondrement total, c'est un autre débat, mais il est indéniable qu'il y a déjà des signes océanographiques et potentiellement aussi cette bulle chaude qui est encore difficilement expliquée, des débats dans la communauté. Au même titre, il est aussi important de voir que le réchauffement mondial va avoir de grosses conséquences en fait, sur l'hydrologie et sur l'hydrologie future à l'échelle de la planète. C'est déjà le cas. Alors ici, tiré du dernier rapport du GIEC, ce que je vous ai représenté, c'est une figure qui vous montre en fait l'anomalie de température sur un siècle, avec cette fameuse bulle un peu plus, qui se réchauffe moins au niveau de l'Atlantique Nord, et de l'autre côté, la tendance. Alors ici, il s'agit d'une différence entre deux cartes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. 2020, je crois, moins une moyenne en fin du 19e siècle. Et alors que cette carte ici, c'est directement exprimé en tendance, en millimètres par an, mais il montre en fait, cette carte vous montre en fait les changements hydriques, les changements du cycle de l'eau actuel depuis un siècle, sur la période 1901 à 2019, avec des changements de précipitation, soit en plus, avec des zones qui sont plus arrosées, représentées ici en vert, ou moins arrosées, représentées ici en marron ou en beige. Donc on retrouve des choses que qui sont classiques, le fait que les hautes latitudes sont plus arrosées, sont arrosées de plus en plus, et par contre des zones qui sont déficitaires en eau qui deviennent de plus en plus. Mais pour l'instant, détecter l'effet de bascule bipolaire qui serait lié à un ralentissement de la circulation est encore trop difficile pour l'instant. Encore une fois, ce sont des phénomènes qui sont simulés par les modèles, mais savoir quelle va être l'influence de ce phénomène de bascule ou de ralentissement et de bascule hydrique qui intervient dans ces modélisations, c'est quelque chose qu'il va falloir étudier finement. Et comme vous le voyez aussi, il y a une grande, même s'il y a des
des tendances systématiques entre les différentes zones géographiques, entre les bandes de latitude, avec ces enregistrements de la tendance sur le dernier siècle des précipitations, on voit qu'il y a beaucoup de zones qui sont encore considérées comme non significatives, c'est-à-dire que les tendances sont là, mais au point de vue statistique, elles ne sont pas encore robustes, donc c'est ça qui est signalé par les petites croix. Toutes les zones représentées avec des petites croix ont encore les séries temporelles ne sont pas suffisamment longues pour véritablement documenter un changement important, une tendance significative, mais on voit qu'il y a déjà des zones qui présentent en fait des précipitations plus importantes depuis un siècle. Voilà, donc, et une des conclusions, c'est que finalement, quand on veut étudier ces phénomènes, c'est important de faire de la modélisation, mais aussi de faire de la paléoclimatologie, parce que en fait, les données paléoclimatiques ont finalement un rapport signal sur bruit. Je me répète, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on a des choses qui sont très nettes parce que les événements du passé étaient très conséquents, et on peut les suivre comme ça de façon cartographiée, avec des amplitudes phénoménales, même si on n'a pas la même précision que la climatologie actuelle, mais c'est les mêmes phénomènes, et finalement, pour essayer de discerner des tendances sur des séries temporelles très courtes, est quelquefois plus difficile que de le faire sur des séries temporelles à beaucoup plus longue échéance, comme on peut le faire en paléoclimatologie. Alors, j'ai beaucoup parlé, et je vais donc conclure le cours en fait, sur ces bascules thermiques et hydrologiques. En vous résumant un petit peu les choses, il est clair que les enregistrements des gradients spatiaux de paléotempérature montrent en fait l'existence de cette bascule bipolaire thermique. Les modèles climatiques perturbés confirment qu'il y a un lien avec la circulation, avec les fluctuations de la circulation globale de retournement, circulation globale, ou AMOC si on regarde uniquement l'Atlantique. On voit que les indicateurs paléoclimatiques, paléocénographiques de la circulation répondent, et donc on peut documenter des effondrements aussi de l'AMOC qui correspondent avec les changements de température. On a montré, et ça c'est vraiment la contribution de ce papier qui vient d'être publié cette semaine, que la comparaison fine en fait, des paléotempératures en Atlantique Nord et en Antarctique montre que les anomalies nord et sud sont d'amplitude variable, et que donc ce n'est pas un système uniquement avec une bistabilité, c'est beaucoup plus simple en fait c'est beaucoup plus compliqué en fait apparemment qu'un système qui oscillerait entre deux états froid et chaud. On a vu aussi que en parallèle à la bascule thermique, on a une bascule qui est hydrique, qui intéresse le cycle de l'eau atmosphérique et qui est complètement complémentaire et synchronisée avec cette bascule thermique. Et surtout, cette bascule bipolaire, à la fois thermique et hydrologique, elle intervient aussi forcément dans le réchauffement actuel, elle existe dans le système climatique, et donc elle va avoir des impacts, elle va pouvoir atténuer ou amplifier des phénomènes, puisque cette bascule, en fait, elle a comme conséquence de générer des gradients à l'échelle de la planète régionaux qui vont être compliqués, ce qui fait que, justement, quelquefois, les choses peuvent être contre-intuitives. On va avoir une augmentation de précipitations ici et une diminution, et pourtant, c'est le même phénomène. Ce sont des phénomènes qui sont liés à des forçages qui peuvent être unidirectionnels. Donc, ce n'est pas parce que dans deux zones géographiques, on voit des choses qui divergent au point de vue climatique, à la fois sur les températures et sur les précipitations, que les phénomènes ne sont pas liés aux mêmes mécanismes sous-jacents. Voilà où je voulais en venir. Et donc, je vous donne rendez-vous en fait le 9 juin pour un colloque qui, cette fois-ci, sera en français. J'oscille entre français et anglais. Là, comme il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur la dernière déglaciation, la bascule climatique bipolaire, j'ai choisi de le faire en français, des collègues à la fois qui travaillent en France, qui travaillent en Angleterre et en Belgique en particulier, ou aux Pays-Bas. Donc, des collègues qui vous parleront de façon très détaillée et de façon plus
éloquentes sur des aspects, en particulier de la glaciologie, des collègues glaciologues, Amel Landais, Frédéric Parénin, une spécialiste des pollens, Nathalie Combourieux-Nebou, des spécialistes de la modélisation qui regardent justement ces problèmes de bifurcation et de points de bascule, les tipping points en anglais, Michel Crucifix, une spécialiste, je vous en ai déjà parlé, c'est elle qui regardait cet effondrement et cette apparition du corridor au niveau de la calotte laurentide, Lorraine Grégoire qui travaille à l'université de Leeds, Didier Roche qui travaille à la fois au LSCE en modélisation et à l'Université libre d'Amsterdam. Voilà, je vous remercie de votre attention.